Ramsès II a laissé une marque indélébile sur l'histoire humaine et durant son règne, l'Égypte est très probablement devenue la civilisation la plus puissante du monde à l'époque. Connu aujourd'hui sous le nom de Ramsès le Grand, il était déjà considéré ainsi à son époque, et aucun pharaon depuis l'époque du Nouvel Empire égyptien n'a joui d'un tel prestige. Son temple funéraire d'Abou Simbel est toujours impossible à contempler sans s'attendre à voir émerger de son sanctuaire intérieur la figure colossale et scintillante du dirigeant du monde antique, dans toute sa majesté à double couronne. Ramsès n'était pas seulement un roi guerrier qui croyait que lui seul soutenait le ciel, que le monde reposait sous lui, il était aussi un bâtisseur, un prêtre, un homme aux nombreuses épouses et enfants, et un poète. Son héritage lui a survécu, ainsi qu'à ses fils et leurs fils, jusqu'à ce que son sang coule dans les veines de rois lointains qui, plus de 3 millénaires après sa mort, ont régné sur d'anciens royaumes aux gloires différentes de son Égypte aujourd'hui oubliée. Aucun pharaon n'a été aussi déterminé à laisser derrière lui d'énormes statues, et cette présence omniprésente a nourri l'image publique d'un pharaon jouant avec la mémoire de l'histoire de manière nouvelle et représentative. À travers le prisme de la biographie, la longue vie de Ramsès peut éclaircir certaines trajectoires critiques de l'histoire égyptienne au milieu et à la fin du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Concernant la religion, l'administration, la sécurité de l'État et les relations extérieures, que son long règne a grandement influencé. Mais sa transmission biographique est également exemplaire de la manière dont la mémoire historique était manipulée et organisée dans l'Égypte ancienne. Pour comprendre le roi dans son contexte historique, il est essentiel de saisir ce qu'il a accompli, les stratégies par lesquelles il a acquis une importance au Levant, ou l'héritage incroyablement influe de sa diplomatie et de ses campagnes militaires dans l'esprit de l'histoire ancienne et moderne. Ramsès II, également connu sous le nom de Ramsès le Grand, est né vers 1303 avant Jésus-Christ. Dans l'Égypte ancienne. Son père était Séti Ier, le deuxième pharaon de la 19e dynastie égyptienne, et sa mère était la reine Touya. Il a été nommé d'après son grand-père Ramsès Ier qui, devenu pharaon, a couronné l'ascension au pouvoir royal de la 19e dynastie et apparenté Ramsès Ier à la 18e dynastie précédente. Ramsès II a passé une grande partie de sa jeunesse à la cour royale en Égypte. En tant que prince, il pouvait s'attendre à vivre et à travailler en étroite collaboration avec son père, ce qui lui permettait d'observer et d'apprendre de Séti Ier. Il y a été formé comme guerrier et parfois comme fonctionnaire mineur du royaume d'Égypte dans l'administration de son père. À en juger par les autres membres de sa famille, cela devait être un régime viril et discipliné dans lequel Ramsès était le premier parmi les princes. Il était typique pour les fils royaux qui, tant qu'ils étaient proches de la succession, essayaient d'impressionner les autres par leur qualité de leadership et leur prouesse physique. Comme ses figures et celles de son père sur les monuments surpassent toutes celles du reste de la famille en puissance musculaire et en intention triomphaliste, nous pouvons être sûrs que Séti ne montrait rien d'autre que de l'approbation à la vue de son fils préféré prenant la tête de tels exercices. La jeunesse de Ramsès comprenait également de nombreuses performances cérémonielles, faisant partie de la mise en scène du rang auquel il était né, et de nombreux voyages à travers le pays avec l'armée pendant qu'elle tenait les Asiatiques à distance. En 1343, en tant que pharaon de transition, il dut faire sensation sur la scène mondiale, menant ses troupes dans quelques 8 ou 9 raids en Canaan. La numérotation du texte est ajoutée à la dernière. Après la mort du pharaon Séti Ier, son fils, le futur Ramsès le Grand, prit la décision de prendre le pouvoir. Il craignait qu'après la mort de son père, il ne soit tué. Il apprit de nombreuses traditions et contraintes de l'État. Il craignait toujours d'être expulsé de la terre et prit la décision d'envahir pour se défendre. Il apparut comme un défenseur héroïque du pays, occupant le plus haut poste gouvernemental au début de la campagne militaire de la 18e dynastie à Kadesh. Ramsès le Grand apprit où se trouvait une connaissance dans son armée. Le pharaon connaissait l'adresse d'un des étrangers et envoya un haut fonctionnaire l'assassiner parce qu'il était le cousin de Néfertari Maurinho. Ramsès ressentit le besoin de élever le système après avoir été clairement le meilleur de son entourage. Le 1er août de la 4e année de son règne, Ramsès souhaita organiser un grand festin pour soutenir le moral de ses généraux et de ses hommes. Cependant, à ce moment-là, il y avait une grande incertitude quant à la situation sur le champ de bataille après la mort de son père Séti Ier. Ramsès demanda à ses conseillers de définir les informations pour lesquelles il souhaiterait être considéré comme tel. Il fut suggéré qu'il était réputé violent et tyrannique, mais il rejeta ces rapports. En réponse à une question, il fut suggéré qu'il serait connu pendant plus de 4 décennies pour sa joie. Cela établit le niveau de sa vision pour l'avenir de l'Égypte.
Par la suite, dans ses écrits sur le signe du temple, le nouveau chef religieux affirma que lorsqu'il monta sur le trône, il décida de faire un geste politique impressionnant. Ce souverain se sentit obligé d'entrer dans chaque temple et de porter les 2 couronnes du sud et du nord autour de lui afin d'honorer son père et lui-même. Il dit qu'il portait les couronnes de biche et de désert. Le rapport parle également de Ramsès dans la prêtrise et de la préparation des cérémonies au moment de son couronnement. Le règne de Ramsès commença officiellement en 1279 avant Jésus-Christ, le jour de l'enterrement de son père, mais il avait une corrégence, peut-être aussi brève que quelques mois avant le décès du roi Séti. Le nom complet de Ramsès à la naissance était Vajramrima, l'image de Maha et la justice de Rê, l'élu de Rê. Le nom est d'un style tantite, puisque sa mère Touya était de la ville du delta oriental de Touni. Il était courant que les princes héritiers portent un nom théophorique qui deviendrait effectivement un nom supplémentaire l'année de leur accession au pouvoir, à la demande de leur père ou par la providence de leur mère. Le jeune Ramsès fut apparemment inscrit dans toutes les généalogies nécessaires pour affirmer qu'il descendait convenablement d'autres pharaons, principalement à l'époque du roi Séti. L'accession officielle de Ramsès à la royauté d'Égypte eut lieu lors du jubilé du pharaon Séti Ier, dont il assuma le rôle de chef. Officiant et célébrant clé, également à la ville de Pi-Ramsès. Cela lui imposa une obligation personnelle de s'assurer que le festival devienne un succès retentissant, avec tous les liens générationnels légitimes et respectés avec les rois passés, non seulement de sa branche, mais aussi de ses épouses. Il était probablement facile de supposer que la royauté contournerait toutes les querelles financières et lui reviendrait directement. Néanmoins, rien concernant l'affaire recommandée aux principaux partis politiques de l'époque ne concernait une transition en douceur. Des éléments de pouvoir rivaux. Agir indépendamment, et il fallut des négociations méticuleuses et quelques semaines effrayantes pour rendre le transfert de pouvoir à Ramsès aux Égyptiens ordinaires vivant alors. Le jeune pharaon n'était qu'un dans la longue séquence des descendants incontestés de ceux issus du dieu Amon, qui dominaient la création elle-même, Chou et Tefnou, via leur fils Geb, aux enfants de lui et de sa sœur épouse Nou, dont le plus jeune membre avait été Tey. Dans les légendes de l'époque, il n'y avait pas d'autre silence et pas d'autre peuple opposé à la famille du pharaon. C'était le reflet utilisé pour dominer la vérité et pour revêtir le règne du pharaon d'un grain de moralité, même si la vérité réelle n'est qu'un patchwork charnel où la philosophie religieuse rencontre la divagation, le montage numérique, les préjugés et la propagande. Afin de créer Ramsès le Grand, de nombreuses campagnes furent menées durant son long règne afin d'établir et de maintenir la puissance de l'Égypte. Il avait la réputation distincte d'être un roi guerrier pieux et vénéré. Les grandes lignes de ses campagnes militaires sont documentées sur les temples érigés par lui-même, ce qui permet de déterminer les batailles spécifiques dont le roi souhaitait se vanter. Beaucoup moururent aux mains du roi pieux, et Ramsès exposa les noms au sommet de leurs mâts de tente auxquels ils étaient pendus. La première campagne militaire fut décisive pour la stratégie traditionnelle du Nouvel Empire, la reprise de la Palestine. En raison de la reprise des combats sur les frontières orientales et méridionales, Ramsès Ier et Séti Ier avaient tous deux remarqué un besoin urgent d'envoyer leurs armées dans cette région. Ramsès II semble avoir cru que la possession des zones que son père et son grand-père avaient gagnées était essentielle, et détourna donc son attention vers le sud depuis la Palestine. Il revint d'Asie occidentale via Tyr et prévoyait ainsi d'entreprendre sa campagne vitale en Nubie. Une brève visite fut également faite à la côte nord syrienne. La campagne en Palestine fut une victoire retentissante pour Ramsès Ier, mais fut déformée dans la propagande pour renforcer l'image du roi en tant que grand guerrier victorieux, malgré le fait que Séti Ier avait déjà capturé Kadesh. Ramsès fut fréquemment crédité de l'avoir fait, et sa victoire fut dévoilée d'une manière sans précédent à Abou Simbel. Le temple sud fut décoré de fascinantes scènes de bataille qui représentaient une attaque contre un avant-poste hittite. Ce fut la seule bataille importante de Ramsès entre la propre frontière de l'Égypte et la ville. Ramsès II rencontra une résistance considérable de la part des Hittites alliés dans le nord de Kadesh. Ses forces au sud de Kadesh furent ralenties et lorsqu'elles s'arrêtèrent pour camper pour la nuit, les forces du roi hittite les rattrapèrent. Ainsi, les forces de Ramsès furent finalement encerclées par ses ennemis et contraintes de mener une bataille en retraite, comme en témoigne la contre-marche de l'armée de Ramsès. La bataille peut être décrite comme un match nul. Un accord de paix entre l'Égypte et les Hittites fut finalement signé lors de la 21e année classique du règne de Ramsès II. En essayant de stabiliser la situation au Canaan, peu aurait pu prévoir que Ramsès et Hattushili III établiraient une relation amicale. Entre les deux nations,
et les deux rois réussirent probablement à le faire. Une immense bataille navale eut lieu avant la défense de Kadesh, lorsque 3 flottes égyptiennes effectuèrent 1 ou 2 débarquements sur la côte au nord de Byblo. Israël faisait partie de l'empire égyptien, tandis que le royaume vassal hittite d'Amurou était du côté hittite. La veille de la bataille, Ramsès écrivit un récit des événements de la journée précédente qui était plein de fausses affirmations. Dans ce récit, Ramsès revendiqua une grande victoire, affirmant que l'infanterie et les chariots de l'ennemi furent renversés et tombèrent dans le fleuve d'Égypte, et qu'aucun d'eux n'en réchappa vivant. Ramsès II le Grand est le plus célèbre des pharaons du Nouvel Empire. Il entreprit de grands projets architecturaux pendant son règne afin de surpasser son père Séti Ier et son grand-père Ramsès Ier, établissant un mémorial durable de son autorité divine. En raison de la longueur de son règne et du nombre extraordinaire de bâtiments qu'il initia, de nombreux grands temples d'Égypte portent l'empreinte de Ramsès le Grand. Les monuments de son règne dominent encore le paysage des sites égyptiens, notamment Abydos, Tani, Karnak, Luxor, Abou Simbel et les colosses du Ramesséum et de même nom, de l'autre côté du Nil par rapport à la ville moderne de Luxor. Ces monuments architecturaux furent faciles à restaurer et à entretenir car ils étaient construits en grès massif et en briques de terre crue, généralement déjà recouverts de granit pour dissuader les Vandales. Son programme sculptural colossal s'étendit jusqu'aux carrières de roche d'Aswan, le site des vastes carrières de pierre originales de l'ancienne. Projet de construction pharaoniques égyptiens pour les forces de travail et les tombes de nombreux carriers de ces époques. Il est célèbre, entre autres, pour avoir initié la planification et la construction de la ville de Ramsès, connue autrement sous le nom de Pi-Ramsès ou Pamé ou Pérez, autour du canal qu'il avait fait dégager par 400 archers triés sur le volet parmi les régiments les plus anciens et les meilleurs. Ramsès fut responsable de l'érection de nombreuses statues de lui-même, telles que celle connue sous le nom de statue du jeune Memnon provenant des colosses du Ramesséum et Ramsès II lui-même avait une série de désignations associées efficaces pour dissuader les pilleurs de ces monarchies pharaoniques ultérieures, notamment Ramsès II et le début de la 19e dynastie. Les temples d'Abou Simbel, situés à la frontière sud de l'Égypte ancienne et dans l'actuel nord du Soudan, sont l'une des réalisations architecturales les plus emblématiques de Ramsès. Ils sont également considérés comme un point de repère pour les réalisations, la politique, la religion et l'art du Nouvel Empire. Les 2 temples creusés dans le roc, appelés le Grand Temple et le Petit Temple, sont assez massifs, dominant leur environnement. La façade du Grand Temple est dominée par 4 statues colossales de sa dédicace divinisée, Ramsès le Grand. D'énormes statues du roi sont également présentes à l'avant des pylônes, ajoutant encore à l'emphase sur la nature divine du souverain en tant qu'Osiris sur terre. Toutes sont de hauteur similaire, à l'exception des statues fondamentales accroupies indiquant la nature divine du roi, qui font moins de la moitié de la hauteur des autres statues. À 100 yards de là, le petit temple possède 6 colossales statues de Ramsès, 3 fois plus petites que celles du grand temple. Une autre entrée latérale du petit temple mène également à 6 nouvelles salles voûtées successives creusées lors du déplacement. La façade du grand temple fut sculptée pour se trouver sur le côté ouest de la falaise, représentant les rayons du soleil taillés dans la roche. Les rayons traversent le sanctuaire intérieur 2 fois par an, les 22 février et 22 octobre, marquant l'anniversaire du roi et le jour de son couronnement. Le soleil brille d'abord sur les petites divinités dans le sanctuaire intérieur du monument. Après quelques mètres, la lumière du soleil s'arrête sur le visage de certaines statues que l'on croit être des divinités de l'intérieur. Si les rayons passent au-dessus, la première lumière du matin atteint les statues assises de Ptah, Amon-Ré, Ramsès lui-même, et enfin, au coucher du soleil, le sanctuaire est baigné de lumière. Rhéorakti et Ptah sont représentés. Le dieu Rhéorakti, qui était vénéré à Abou Simbel, était un mélange de 2 anciens dieux, Ré et Horus. Ptah, l'ancien dieu créateur de Memphis, est apparenté à l'ancien dieu créateur de Memphis est apparenté au taureau Hapi. Le grand temple est dédié aux dieux Rhéorakti, Amon et Ptah. Rhéorakti était considéré comme le dieu soleil, tandis qu'Amon était un dieu de l'ancienne Thèbes. Bien que sa vie amoureuse soit restée très active jusqu'à la fin de sa longue vie, la reine de Ramsès le Grand est aujourd'hui considérée comme à la fois son épouse de 30 ans, Néfertari, qui lui donna son héritier confiant, et Isetnofré, qui a peut-être été construite par Néfertari, mais nos archives de leurs enfants indiquent qu'Isetnofré ne produisit que des filles. De telles relations entre les 2 épouses principales d'un roi n'étaient pas si inhabituelles. D'autres épouses mineures de ce roi, ainsi que les reines épouses mentionnées ci-dessus, étaient certainement nécessaires pour produire les nombreux enfants requis pour succéder,
sauver la lignée royale et créer des alliances stratégiques. Plusieurs de ses épouses-filles, telles que Bantanat, furent mariées à des princes étrangers pour maintenir la paix. Les épouses royales, par ordre descendant, étaient Néfertari, Isetnofré, Ouï et Matorneforet. Les fils royaux de Néfertari étaient Tamonerképeshef, mort jeune, Ramsès, mort jeune, Paréhérounmef, Meriatoum, Mérir, Amonmouya, Amenémopé et Ramsès. Pour Isetnofré, Méritamon lui donna naissance des années après son accession au trône. En tant que reine, le roi Ramsès eut une grande famille et de nombreux fils et au moins 50 filles inconnues. La reine joua un rôle important dans l'administration de la bureaucratie, en particulier dans les finances, et fut même régente d'Égypte pendant que Ramsès était à l'armée. La position de première épouse royale était très importante et officielle. De nombreux temples et sites furent nommés en l'honneur de ses épouses bien-aimées. Ramsès II promut ses fils pour qu'ils deviennent rois. Ils réussirent bien dans la politique du Moyen-Orient pour Ramsès. Les reines et les enfants ne furent jamais les figures principales dans les biographies des pharaons, pourtant les reines avaient souvent un statut social suffisamment élevé pour que leur nom soit inscrit dans les inscriptions et qu'elles tentent d'influencer la cour. Dans les inscriptions de Ramsès, la reine la plus fréquemment mentionnée est son épouse, Néfertari. Ramsès l'épousa peu après son accession au trône. Elle est représentée avec lui dans les grands reliefs du pylône de Karnak et à ses côtés dans son temple d'Abou Simbel. D'autres reines mentionnées dans les inscriptions sont Isetnofré et Matorneforet. Ces reines sont connues grâce à leur statut dans le Ramesséum et le temple des millions d'années de Ramsès, où la majorité des égyptologues supposent que Néfertari était généralement considérée comme l'épouse principale, mais les archives ne la mentionnent néanmoins pas comme telle. Ces enfants n'étaient pas de simples appendices de Ramsès qui n'existaient que pour perpétuer la lignée royale, une supposition qui est fréquemment articulée. Au contraire, ils étaient des individus à part entière. Beaucoup d'entre eux sont représentés aux côtés de leur père. Nous en examinerons certains en détail dans la section suivante, lus du point de vue des enfants en tant qu'individus avec leur propre monde privé. Ces statues illustrent des relations qui se reflètent encore dans la rue principale de la ville, qui était autrefois bordée de grandes villas où résidaient les membres de la cour. Il semble également significatif que, bien qu'il fût assez courant pour Ramsès d'épouser des femmes qui étaient filles de seigneurs étrangers, il maria ses filles à des hommes qui n'étaient pas pharaons mais qui étaient des membres influents de la cour royale, consolidant ainsi certaines alliances politiques à cet égard. Les biographies des princesses font partie intégrante du tissu social plus large de l'époque, qui entraîna des changements de pouvoir au sein du pays pendant son règne. Ramsès II amassa une plus grande quantité d'archives que n'importe quel pharaon avant lui. Il conquit des territoires en Afrique, en Asie et au Levant. Ses exploits militaires établirent les différentes approches de la guerre pharaonique qui ont guidé l'égyptologie depuis lors. La main-d'œuvre de son propre pays entreprit de nombreux projets architecturaux à travers le pays. Il accorda une importance considérable à ses statuts personnels, à son autoreprésentation dans les lettres des souverains hittites et aux inscriptions sur les obélisques et autres grands monuments, qui ne sont que les exemples les plus connus. Ramsès le Grand a été une figure très importante pour chaque dynastie successive. Historiquement, le règne de Ramsès le Grand a été absolument déterminant lorsqu'on observe les décennies ultérieures de négligence de ces monuments durant l'Empire romain. Les deux pharaons ramsésides connus étaient considérés comme une manifestation du modèle original des principes divins, ce qui en faisait essentiellement les ancêtres divins de l'empereur romain à l'époque gréco-romaine. Le règne de Ramsès tendait à être considéré comme un âge d'or, bien que le jugement négatif d'Hérodote ait joué un rôle important dans la distorsion du caractère du grand pharaon dans l'historiographie. Le règne de Ramsès ne s'éclipsa pas après sa mort. De nombreuses histoires du folklore égyptien ancien furent écrites pour inclure Ramsès II. Elles furent écrites selon différentes perspectives narratives, principalement les lettres dites de Ramsès et le conte de Wamon dans le Nouvel Empire. Nous voyons également Ramsès II intégrer de célèbres discours de Ramsès II dans sa rhétorique. Pendant longtemps, les égyptologues acceptèrent ce récit hostile et il fut gravé dans les déclarations historiques de Ramsès II. Cela nous donne l'impression que le dernier des grands pharaons était la marionnette de son ancien vassal. Pourtant, cette image de l'histoire évolue lentement. Le règne de Ramsès II a souvent été décrit par les historiens contemporains et modernes comme une période de prospérité pour l'Égypte. Un certain nombre de raisons ont été avancées pour étayer cette vision traditionnelle de l'importance du règne de Ramsès pendant plus de 60 ans. Ramsès et ses activités croissantes ont élargi les horizons des frontières de l'Égypte et de ses relations avec
ses voisins pendant son règne et après. Les noms et les monuments de Ramsès se sont répandus jusqu'en Palestine méridionale et au Soudan septentrional, suggérant une perpétuation des contacts et peut-être une certaine connaissance de l'Égypte sur un large front. Il existe désormais des preuves archéologiques considérables qui servent à étoffer certaines des implications politiques et économiques de cette nouvelle phase des relations de l'Égypte avec ses voisins. Ramsès fortifia la plupart des frontières de l'Égypte avec de nouvelles et impressionnantes structures militaires. Dans le même temps, de nouveaux temples, bâtiments, routes et centres administratifs lièrent mieux la frontière à la vallée du Nil entre eux. En Palestine méridionale et centrale, le vaste programme de construction de Ramsès, en particulier dans les grandes villes de Beth-Shean et de Hazor, tira parti de la domination de l'Égypte dans la région gagnée par son prédécesseur Séti Ier. La population diverse de Palestine fut régulièrement employée dans ses armées de construction en Nubie. Ramsès établit un certain nombre de petits forts et de colonies militaires comme moyen d'exercer une sorte de domination permanente le long du longueur du Nil. Aujourd'hui, 30 ou 40 siècles après sa mort, peu de pharaons sont aussi connus que Ramsès II. Il était une figure reconnaissable pour les anciens ennemis de l'Égypte au Proche-Orient, qui virent leurs terres périodiquement envahies par l'armée égyptienne et d'énormes structures. Ramsès était également une figure reconnaissable pour les sujets de l'Égypte, qui supportèrent le poids de sa politique fiscale et de conscription extraordinaire et des projets monumentaux que leurs travaux construisirent de différentes manières. Ramsès a continué à être reconnaissable. Pour les écrivains modernes, ils l'ont interprété comme un symbole d'un empire mourant attaqué par de dangereuses forces étrangères ou comme un défenseur de l'équilibre, une sorte de contrepoids énergique aux Hittites ou à d'autres menaces. Au XXe siècle, il est apparu sous la forme d'un pittoresque aurige moustachu et du constructeur de temples et de palais fantastiques. Son influence est aussi puissante que ses monuments aujourd'hui, et les ruines de ses palais et temples garantissent toujours la validité de son règne comme l'une des pièces maîtresses de l'étude de l'ancienne Égypte.